Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? Sur Studio Kalita. Alors aujourd'hui, un métier passionnant, s'il en est. En tout cas, un métier à peu près, je pense que tout le monde a dû avoir affaire à un cablan. Oui, nous allons vous parler du métier du cablan. Comment ça marche? Qu'est-ce que c'est qu'un cablan? Un vrai? Eh bien, j'en ai un juste à côté de moi. Il s'appelle Marc Lasserie. Bonjour Marc. Bonjour. Ravi de t'accueillir ici. Bah oui, moi de même également. Donc tu as laissé tes chantiers, tes ouvriers. Voilà, tout est déjà réglé, tout est coordonné pour qu'il puisse se passer de moi pendant ce voilà. Bon, enfin, je dois quand même vous préciser que c'est un homme, Marc Lasserie, qui reçoit entre 80 et 150 coups de fil par jour. Voilà, donc j'imagine que tu ne dois pas t'ennuyer dans la vie. Non, le soir on le pose avec grand plaisir. On le jette. Ouais. Ok. Alors qu'est-ce que c'est qu'un cablan et quelle catégorie de cablan existe-t-il en Israël? Alors c'est vrai que cablan, on a souvent l'impression, dès qu'on met une échelle sur le toit, ça y est, on est cablan et on peut se lancer dans la rénovation. Donc effectivement, il y a différentes nuances. Il y a déjà des très grosses sociétés, donc qui sont des kablanim, qui sont Rachum. Donc Rachum, ça veut dire qu'ils sont inscrits en Israël en tant que constructeurs. Donc ils ont comme une voiture un Rishayon à renouveler tous les ans. Et ils ont donc c'est un engagement en termes de sécurité, en termes d'emploi, en termes de suivi de chantier. Donc eux sont assujettis à ce que l'on connaît comme garantie décennale, la construction, les différentes garanties liées à la construction. Donc eux, c'est les constructeurs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, voilà. C'est une garantie de 10 ans. Pendant ces 10 années-là, on peut se retourner vers le cablan pour des vices de construction, des défauts, des problèmes. Exactement. Voilà. Okay. Lui s'engage à ça. Ça vient avec le prix de l'appartement qui sont très élevés ici déjà. Donc voilà, donc lui c'est la base, il s'occupe de ça. Après il y a les kablanim, donc là c'est des gens qui s'occupent du deuxième œuvre, donc ceux qui sont rénovateurs intérieurs, plus précisément en français. Enfin rénovateur intérieur, ça peut vouloir dire aussi casser des murs. Exactement, on casse tout, on fait exploser une bombe dans la maison. Oui. Voilà. Donc voilà, c'est-à-dire qu'on remet vraiment à nu la maison. On peut ne pas le faire, on peut le faire. Ça dépend des projets, ça dépend des besoins des gens. C'est-à-dire que ça peut être un 5 pièces transformé en 6 pièces avec une petite pièce éventuellement pour un coin jeu, un coin enfant. On peut tout imaginer. C'est vraiment redistribuer la maison, changer les endroits, éventuellement la cuisine, les toilettes dans la mesure des possibilités techniques. Ça comprend vraiment de tout refaire. Et c'est vrai que chaque projet est unique parce que c'est vrai que chacun a ses exigences et ses volontés. Donc je pense que c'est plus passionnant encore que le métier de cablan, on va dire, de construction. D'accord. Parce que lui, il se fie à des plans. Alors, est-ce que justement, quand on casse tout, est-ce qu'il faut avoir à faire un autre, on va dire, un autre garant de la sécurité de la maison, puisque parfois on peut enlever des murs porteurs, on peut. Comment ça fonctionne? Est-ce que le cablan seul suffit ou pas? Tout à fait. Alors, c'est vrai que si le cablan n'est pas ingénieur bâtiment, donc ça c'est pareil, c'est les études qui sont faites en Israël, c'est une des catégories de personnes qui sont assujetties à gérer ces parties-là. Donc c'est vrai que moi en tant que cablan, je ne touche à aucun mur tant que j'ai pas eu l'avis d'un ingénieur. Alors bien sûr, je parle pas d'un mur en plâtre, je parle pas d'un mur en briques très faible, où on sait que c'est pas porteur. Mm-hmm. Mais dès que ça touche à un pilier, à un mur, ou ouvrir une fenêtre, ou des modifications qui sont vraiment importantes sur la structure, c'est évident qu'il ne faut absolument rien toucher, rien faire sans l'avis de cette personne-là, qui doit faire une procédure pour dire si oui ou non, bien évidemment. Si oui, il donne une procédure de travail que le cablan s'engage à respecter. En cas de problème, si c'est pas respecté, c'est la responsabilité du cablan. En cas de problème et que la procédure a été respectée, c'est le problème de l'ingénieur. Bon, alors évidemment, en Israël et d'ailleurs ailleurs aussi, il n'y a pas vraiment d'école pour apprendre à devenir cablan. Quelles sont les qualités d'un cablan et qu'est-ce que vous avez fait pour maîtriser, on va dire, tout ce que vous faites aujourd'hui, toute la construction, la déconstruction. Vous avez fait quoi comme études? Alors déjà, moi j'ai fait des études en France, donc c'est vrai que pour la partie rénovation, j'ai fait donc un BTS et un master qui m'ont permis d'avoir un cursus technologique très important, de façon à pouvoir assimiler toutes les formations après que j'ai pu faire avec des corps de métier en France auprès de gens simplement du bâtiment, que ce soit des carreleurs, que ce soit des tapissiers, que ce soit des gens qui font de la construction. Donc c'est d'apprendre les bases avec tous ces gens-là. Mais c'est vrai qu'en Israël, il a fallu réapprendre un petit peu. La construction est très différente ici. Malheureusement, on dira pour ceux qui ont connu les maisons françaises, mais c'est ce qui fait aussi beaucoup de travail et beaucoup de potentiel pour nous en Israël en termes de rénovateurs.
Donc le cursus... Mais alors, vous avez dit un BTS, vous avez fait, je crois aussi, du génie automatique. Ça apporte quoi? C'est une façon de fonctionner qui Oui, tout à fait. C'est une permet ouverture d'appréhender d'esprit. les choses. Exactement. C'est une ouverture d'esprit qui permet vraiment d'être beaucoup plus à l'aise pour appréhender un travail. C'est vrai que c'est difficile pour les gens on enlève un mur, c'est facile, voilà, on enlève un mur. Mais enlever un mur, c'est peut-être 150 sacs de gravats, c'est peut-être une benne à gravats, c'est déplacer des tuyaux électriques, des tuyaux d'eau, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Nous, on est obligé d'imaginer déjà tous les problèmes qui vont s'avancer devant nous et surtout de les chiffrer. Parce que les gens, si vous voulez, les câblanes qui vont simplement ne pas maîtriser ça, ils vont engager des dépenses pas possibles au niveau des gens qui n'ont pas prévu. Donc moi, avec le temps, si vous voulez, ce que j'ai pu maîtriser, c'est justement les coûts. Et quand j'ai une mauvaise appréhension en disant je pense qu'il peut y avoir un problème, je demande au client de toujours prévoir une enveloppe budgétaire qui permet de finir le travail. C'est vraiment on n'est pas obligé de taper dedans cette enveloppe, mais au moins de prévoir ça. Donc c'est vrai qu'après la toujours responsabilité, des imprévus, c'est ça? Exactement. On s'énerve contre le câblage, mais en fait, non, c'est la réalité du terrain qui fait que. Exactement. Ouais, il y a toujours des surprises. D'accord. Alors, vous êtes, on l'a dit, câblane, vous avez fait des études. Bon, c'est pas toujours le cas de tous les autres câblanimes. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité pour bien réussir dans ce métier? Je pense du sérieux. C'est-à-dire qu'en fait, il faut jamais prendre les choses à la légère. Il faut toujours avoir une certaine rigueur de travail, une certaine procédure de travail, que ce soit pour soi ou quand on a des ouvriers également. Leur imposer ces procédures de travail. D'abord, c'est la sécurité. Quand on casse un mur, quand on fait des choses, il faut toujours préparer et anticiper le travail. Donc c'est vraiment beaucoup de préparation qui est important au niveau de la vie de tous les jours en câblane, même pour faire une peinture. Pour préparer une peinture, il faut bien préparer la pièce, dégager, qu'il n'y ait pas de peinture qui se renverse sur un canapé, enfin rendre impossible toutes ces erreurs de base. Donc ça, c'est le rôle du câblane. Alors le câblane, c'est celui un peu qui coordonne les différents corps de métier. Exactement, voilà. C'est-à-dire que, imaginez un petit exemple comme ça en aparté, vous voulez refaire votre cuisine. Ben, il faut 5 personnes pour refaire une cuisine. Il faut le câblane qui va démonter l'ancienne cuisine, qui va modifier l'eau, l'électricité, le gaz, il faut appeler un technicien agréé. Et après, il faut remettre tout ça en coordination. Le cuisiniste vient installer, il faut un marbrier qui pose le marbre. Après, il faut que le câblane fasse les finitions autour de ça. Il y a un ordre pour faire les choses. Exactement. Donc le câblane, c'est un petit peu comme un chef d'orchestre, si on imagine une musique bruyante. Mais il faut vraiment avoir cette notion de gestion des gens et des priorités. Alors, vous parlez de gestion des gens et de priorités. Est-ce à dire qu'on n'est pas obligé de connaître tous les corps de métier, de savoir soi-même tout faire? Non, l'intelligence, c'est de se dire, je ne sais pas faire cette partie-là et je la délègue. Moi, si vous me prenez, pareil, vous posez la question à moi. Moi, je ne sais pas faire de l'aluminium, je ne sais pas faire des fenêtres. Je sais en poser, c'est vrai, mais je ne sais pas les couper, les préparer. Donc, je fais appel à des gens qui savent. Pareil pour l'air conditionné. Alors, en Israël, on a toujours l'impression qu'on va se faire avoir lorsqu'on a affaire à un câblane et que finalement, ce sont des travaux qui vont nous revenir beaucoup, beaucoup plus cher que si on prenait 2-3 corps de métier et que nous-mêmes, on faisait le chef d'orchestre. Alors, c'est vrai que c'est le sentiment souvent que les gens peuvent avoir, mais je pense que c'est un problème de préparation. Très souvent, des gens m'appellent en disant « Ah, tu peux commencer demain, j'ai une maison à refaire ». C'est la meilleure façon de partir dans le monde. Il faut préparer un travail en amont. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on peut mettre plusieurs câblanimes il faut le faire en compétition, mais il faut vraiment faire une nomenclature précise de tout ce qui doit être fait. Et comme ça permet à faire intervenir chacune des personnes dans cet amoncellement de tâches de travail à faire. Et c'est vraiment une bonne préparation qui fait qu'il y aura le moins de surprises possible. Et après, toujours estimer l'impondérable, en temps comme en argent. En temps comme en argent. Et donc, lorsqu'on signe un devis avec un câblane listant tous les travaux de rénovation qu'on souhaite faire, il y a des choses à inscrire aussi sur ce devis, des choses... Oui, il y a des choses essentielles. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment définir le maximum de choses. Il ne faut pas aller jusqu'à quel type de vis, bien évidemment, mais en termes d'électricité, on dit qu'il faut changer les prises, il faut préciser la gamme, le modèle, parce que vous pouvez avoir une prise qui coûte 10 shekels comme une qui en coûte 90. Donc, c'est la meilleure façon d'avoir des mauvaises surprises et de commencer la guerre avec le câblane, parce qu'il y a toujours un delta. Entre ce que vous imaginez, ce que lui a compris et ce que lui va vous donner, il y a un monde de différence. C'est pour ça que le travail de faire le devis avec la plus grande des précisions pour chaque chose, c'est la meilleure façon de voir les problèmes au fur et à mesure d'incompréhension, peut-être des fois. Très souvent, ça m'arrive de ne pas comprendre le client.
Donc, quand c'est le plus détaillé possible, on peut estimer, et on peut voir, et on peut annuler ces questions, ces problèmes et ces tensions qu'il peut y avoir entre client et Cablan. Alors, et par rapport aux garanties, par rapport à la livraison de l'appartement à la fin, est-ce qu'il faut aussi inscrire combien de fois on peut se retourner vers le Cablan pour qu'il revienne? Est-ce que tout ce genre de choses-là, il faut le préciser? Oui, parce que si ça n'est pas précisé, forcément, vous n'avez aucun recours par rapport à ça. Donc, même s'il y a une bonne volonté du Cablan, même s'il y a une certaine honnêteté... Au bout de 6 mois, il vous dit, bon, vous êtes gentil. Oui, c'est allez, ça, voilà. j'ai C'est autre chose pas à faire. grave. J'ai 158 fils auxquels je dois répondre. Bon, malheureusement, je prends des fois du temps, mais je reviens toujours sur mes chantiers. C'est aussi un des problèmes. Ouais, ok. Alors, par rapport donc on a parlé de la garantie, on a parlé de tout ça, mais on n'a pas parlé de l'architecte. L'architecte qui arrive parfois sur des chantiers. Comment ça se passe? Est-ce qu'on peut partir sans plan, par exemple? Parce qu'il y a des cablanines qui vous disent, bon, l'architecte, c'est pas la peine. On mettra les pierres, voilà, on disposera des pierres pour délimiter les pièces. On va pas faire de plan. On verra. C'est pas un peu casse-gueule ou c'est bien parfois? Non, ça dépend encore d'une fois des gens qu'on a en face de soi. Un Cablan, quand il voit une maison à rénover, à détruire, à refaire, il va tout de suite avoir son image, de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour optimiser le potentiel. Parce qu'il a sa vision et vous pouvez avoir plusieurs devis, donc avec des choses qui sont différentes pour les trois, avec des choses bien et moins dans chacune des propositions. Mais ça dépend aussi des personnes. S'il y a des gens qui savent se projeter, qui savent ce qu'ils veulent et qui veulent vraiment ça, alors on peut éventuellement faire des plans, bien sûr, parce qu'il faut des dimensions, il faut bien que tout le monde puisse travailler. Les gens, ils ont un travail. S'ils prennent un Cablan, c'est pour ne pas avoir à être sur le chantier du matin au soir. Exact. Donc, il faut vraiment bien préciser tout ça. Donc, il faut un plan, c'est évident. À un moment ou à un autre, il faut un plan avec des dimensions, avec des choses qui soient maîtrisées. Et le Cablan n'a pas forcément cette maîtrise pour réaliser ce type de plan. Donc après intervient l'architecte. Donc après, c'est vrai que la frontière avec l'architecte, c'est une troisième personne qui s'immisce dans le couple de parfois, Cablan rénovateur. la vision n'est pas la même. Exactement. Il y a beaucoup de choses qui diffèrent. C'est vrai pour moi, ma vision de l'architecte, c'est déjà quelqu'un qui n'a pas de limite, qui peut vraiment rêver, écouter les clients et aller au-delà de ce qu'ils demandent des fois. C'est aussi un décalage qu'on peut voir. C'est que les gens se font plaisir d'abord pour eux, mais pas toujours pour les clients. Mm-hmm. Donc ça fait déjà un premier décalage. Très souvent, j'entends des clients qui disent « Oui, c'est l'architecte qui a voulu ça, qui a fait ça, mais nous, on n'avait pas besoin, on ne voulait pas. » Donc, il y a des fois des décalages. Donc, il faut vraiment que lui fasse aussi ce travail d'introspection avec les clients et d'être assuré du feedback. Vraiment, c'est vraiment ce que souhaitent les clients. Alors, vous avez aussi, je vous coupe, mais c'est important, donc le respect des clients, des souhaits des clients, etc. Vous avez affaire à tous les corps de métier. Est-ce que les gens... Alors bien sûr, on vous croit sur parole, évidemment, mais est-ce que les gens ont un moyen de vérifier par une espèce de tarification officielle, le coût des prestations? Parce qu'on reçoit un devis, mais quand on n'y connaît rien, c'est compliqué. Est-ce qu'il existe une liste des prestations avec un tarif correspondant en fonction de ce qu'on a besoin de faire? Oui, tout à fait. Il y a un tarif référentiel, donc ça s'appelle le Dekel en Israël. C'est un tarif qui va lister vraiment les différentes tâches. Le prix du mètre carré de construction d'un mur, pour la destruction d'un mur, pour la construction d'un mur. C'est pas la jungle alors, j'aime bien. Bah oui, il y a des choses sur lesquelles on peut se référer. Ok, donc c'est très détaillé. C'est très détaillé et il y a vraiment un prix pour tout, l'ouvrier à la journée, pour le chef de chantier à la journée, pour les bennes à gravats qui vont aller et venir. Donc il y a beaucoup de prix qui sont justement réglementés pour bouger une prise de courant jusqu'à telle distance, telle puissance. Donc il y a des réglementations qui existent et qui permettent d'avoir un petit peu un garde-fou. Mais pour ça, il faut qu'on ait fait le travail avec l'architecte éventuellement, mais surtout de lister toutes les choses. Parce que sinon, comment voulez-vous comparer? Très souvent, un Cablan, il vous dit, voilà, rénovation de la maison, tant. Bon courage. Donc ça promet de bonnes choses pour la réalisation. Ouais, c'est compliqué, j'imagine. Quel a été, on l'a pas dit, mais vous êtes Cablan ici depuis 16 ans. Et quelles ont été vos difficultés au début? Parce que vous avez toujours fait ça. C'était votre métier aussi en France. Ouais, tout à fait. C'était quoi la première notion, c'est que les gens se fassent confiance. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous débutez ici en Israël, vous ne connaissez personne, vous n'êtes pas connu. C'était dur? C'est très dur. Les 4 premières années ont été vraiment, vraiment très dures. C'est-à-dire qu'il y a eu des moments de flottement, des moments de doute. Des moments où on se dit on va mettre la clé sous la porte. Ouais, il vaut peut-être mieux faire des pizzas qu'être Cablan. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que il faut savoir que quand on commence en Israël, c'est jamais facile.
et de se remettre en condition par rapport à la France, par rapport à la méthode de travail, et surtout la maîtrise de la langue, la maîtrise des différents prestataires, fournisseurs. On ne peut pas travailler qu'entre Français. Il faut forcément s'intégrer, il faut forcément avoir que ce soit des prestataires de services ou que ce soit des fournisseurs, il faut maîtriser la langue, maîtriser les produits. Les produits sont très différents par rapport à la France. Donc c'est vrai qu'on peut regretter beaucoup de types de produits, mais il faut faire face, il faut réapprendre, il faut s'accrocher. Et c'est vrai que c'est difficile. Alors, il existe peut-être des formations continues pour mieux connaître ces produits, de nouvelles techniques, etc. Ça existe ou pas en Israël? Alors, ça existe sur le domaine privé. Alors, domaine privé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les grandes sociétés, que ce soit des sociétés d'étanchéité, des sociétés de construction de tuyauterie d'eau, des sociétés d'appareils de contrôle ou autres, font des sadnaot, donc des formations professionnelles, qu'elles soient à payer ou gratuites. Bon, très peu le sont gratuites, je vous rassure. C'est des formations qui peuvent être sur quelques heures, une journée, quelques jours. Et vous avez le fameux diplôme remis par la société, mais c'est vrai que c'est toujours... des livres d'intérêt, forcément. Voilà, exactement. Ouais. Mais on apprend aussi des choses, peut-être. Exactement. On découvre Néanmoins, même s'ils vous font vraiment le travail d'approfondissement, comment acheter dans leur marque, vous avez quand même des notions importantes à respecter. Et donc ça vous aide, ça aide, j'imagine, de nombreux Kablanim. Bien sûr, ça remet en cause. Okay. Des petits exemples, quand vous devez avoir une maison, il faut respecter des taille de tuyaux, parce que sinon vous prenez une douche, l'autre il n'a plus rien à côté. Donc vous voyez, c'est beaucoup de petites choses. C'est très important, il n'y a plus de pression, exactement. Etc. Il faut savoir... Il faut calibrer, tout est réglementé, c'est bien fait. Donc ces formations-là apportent, il faut prendre le temps pour un Kablan de toujours se remettre en cause au niveau technologie, au niveau des normes. Est-ce qu'il y a une espèce de networking entre Kablanim? Ça existe ou pas? Ou alors c'est plutôt c'est un milieu très concurrentiel et on n'a pas du tout envie de se fréquenter ou de s'entraider? Je pense que c'est une notion d'affinité, encore une fois, des personnes. C'est-à-dire que moi, j'ai quelques personnes avec qui je vais travailler. Si je suis pas disponible, je peux éventuellement les recommander ou donner le téléphone et qu'ils voient après avec les personnes. Donc, je peux être amené à travailler, avoir des partages. J'ai un souci, est-ce que tu connais une solution? On peut s'entraider entre personnes. Maintenant, c'est vrai qu'il faut que ce soit de bonne guerre. Il faut pas que ce soit quelqu'un qui va, si vous l'envoyez en dépannage, vous piquer votre client derrière ou des choses comme ça. Donc, je pense que voilà, c'est vraiment une notion d'affinité qui se crée avec les personnes. Et il peut y avoir cette notion de partage. Il y a quelques temps, ouais, exactement, on avait fait une formation chez vous, chez Qualita, un petit exposé, et on a pu débattre avec différents Kablanim, partager différentes choses. Donc ça existe. Non, il n'y a pas de notion de... Il y a eu du monde? Il y avait pas mal de monde, grâce à Dieu, il y avait vraiment 45 personnes. Qu'est-ce qu'ils étaient venus chercher, ces gens-là, ces gens de différents corps de métier? Je pense une certaine information, de savoir comment était structuré un petit peu le métier de Kablan, parce que bon, Kablan c'est très vague, il peut y avoir des gens qui fournissent des choses d'électricité intelligente, qui fournissent des technologies nouvelles, qui fournissent des produits nouveaux qu'il n'y a pas en Israël. Donc moi, en tant que Kablan déjà, on va dire, vatique, qui a déjà une expérience en Israël, ça m'a vous intéresse? Beaucoup intéressé, ça m'a apporté des choses. Au début, quand on m'avait proposé ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais apprendre de gens qui viennent d'arriver? Mais en fait, c'était une belle erreur. C'était très intéressant. C'était intéressant parce qu'ils viennent avec la nouveauté. Exactement, avec leur technologie, leur histoire, leur parcours. Et c'est vraiment un partage qui peut être vraiment bénéfique pour tout le monde. Bon, ok, ça c'est chouette. Alors maintenant, en Israël, il y a une spécificité, on va dire, c'est le travail ivri. C'est un peu un sujet pas toujours évident, mais qu'est-ce que vous pratiquez? Est-ce que vous pratiquez le travail ivri avec vos ouvriers ou pas? Oui, c'était un choix, on va dire. Faut pas avoir une notion d'antisémitisme ou de relation. De racisme. Voilà, exactement, de racisme. Moi, j'ai fait le parti de dire, je suis en Israël, je peux travailler qu'avec des Juifs, travail ivri. Donc, j'ai pris ce parti-là, bien que je connaisse beaucoup de Kablanim arabes, des ouvriers arabes où j'ai pu travailler avec eux. J'ai beaucoup de respect. Qui travaillent très bien, qui sont des vrais professionnels. Tout à fait. Et des très bons artisans. Ouais, exactement. Il y a beaucoup de monde bien dans tous les métiers. Faut pas avoir d'a priori là-dessus. Moi, j'ai pris ce parti pris de travailler qu'avec des gens qui sont juifs pour des questions simplement de responsabilité, de garantie. Très souvent, je fais des chantiers où c'est des chantiers qui sont habités. Les gens, il y a des enfants, il y a des femmes. Donc, il faut une notion de sécurité. Donc, je pouvais pas me permettre d'avoir des pressions d'ouvriers ou qui viennent faire des gestes en période de pression, en période de tension. Difficile, de tension. Les gens vont toujours regarder d'un mauvais œil quelqu'un qui n'est pas juif.
Donc j'ai préféré mettre de côté cette notion de risque et ne travailler dans mes équipes qu'avec C'est difficile à comprendre quand on n'habite pas ici, en fait. C'est ça, on peut être vraiment catégorifié comme raciste, sectaire ou autre. Mais ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et j'ai beaucoup de respect. Vous savez, il y a plein de musulmans avec qui je travaille au quotidien sur des prestataires, des fournisseurs. On s'appelle pour les fêtes, et moi pour les fêtes arabes, je lui souhaite bonne fête, et lui aussi. Donc il y a beaucoup de respect mutuel. Mais on ne peut pas imaginer la pression qu'il peut lui avoir éventuellement de gens autres. Et puis parfois, ils peuvent pas venir travailler tout simplement parce qu'ils sont contrôlés, parce que c'est compliqué. C'est compliqué, et donc j'ai préféré ce choix-là. D'accord, ok. Bon, alors maintenant, pour terminer, évidemment, on voudrait savoir un petit truc de Kablan, parce que vous êtes là, on vous a sous la main, donc tout le monde doit avoir en Israël, en tout cas, connu au moins une fois un problème d'humidité, par exemple. Donc, est-ce que vous avez un truc, ou vous avez une solution pour venir à bout des murs qui cloquent, des taches noires, voilà, et des odeurs, bref, des problèmes d'humidité, tout simplement. Oui, c'est vrai qu'on a souvent ça, et surtout spécifiquement à Jérusalem, où les maisons sont des fois mal isolées, mal chauffées. On peut avoir ces problèmes-là, c'est vrai. On rencontre beaucoup, surtout l'hiver, ces problèmes-là. Justement, via Kalita, hein, j'ai pu rencontrer un fournisseur qui a importé une fibre de verre, donc avec différents motifs, différentes solutions technologiques, différentes propositions à faire aux clients. Ça marche contre l'humidité. Oui, ça retarde, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, quand vous avez des cloques, des fissures, alors je parle pas un gros dégât des eaux, un tuyau qui va éclater, c'est évident que ça ne fera absolument rien. Mais au quotidien, quand on a des petits bobos qu'il faut réparer chaque année... Des taches qui reviennent chaque année, par exemple pendant l'hiver, ça marche. Voilà, exactement. Ces fibres-là qui vont être posées comme du papier peint, donc il y a différentes technicités, différentes épaisseurs. Bon, je vais pas vous faire l'article aujourd'hui parce que c'est moi qui vous pose la question. Vous pouvez y aller. Cas, voilà. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est des solutions qu'on commence dès cette année à mettre en place, et c'est vraiment des bons palliatifs. Les murs qui fissurent, c'est toujours disgracieux. Vous savez, un client vous confie la maison et vous fait de la peinture, mais 6 mois après, il y a une fissure qui revient, il y a des choses comme ça. C'est un sentiment qu'on s'est... Alors, mais la fissure, elle peut être traitée, où on est tout de suite obligé de passer la fibre de verre, par exemple. Il y a différents niveaux de fissures, mais c'est vrai que très souvent, lorsqu'une fissure arrive, c'est que le mur travaille, et c'est pas parce qu'on va la réparer que le mur va s'arrêter de travailler. Exactement. Donc très souvent, il faudra faire appel à cette technologie-là, et c'est intéressant pour les gens de le faire une fois pour toutes. Bon, ok. Alors, on aurait pu parler encore de beaucoup de choses, d'énormément de sujets, du networking, enfin bon, bref, il y a plein de choses à dire. Mais vous nous avez bien éclairé sur votre travail. Qu'est-ce que vous préférez faire juste avant de se quitter dans votre métier? Dans mon métier, je dirais qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est vrai que ce que j'aime surtout, c'est vraiment le rapport humain. On s'imagine que le Kablan, c'est un voyou, c'est un voleur, alors qu'en fait, j'aime bien faire mentir un petit peu cet adage. Et c'est vrai que la notion de confiance qu'on peut commencer à fonder dès qu'on commence à travailler et pendant tout le long, les clients deviennent souvent des contacts, et on se revoit et on reste amis, et on est toujours en contact. Puis en plus, construire une maison et en Israël, c'est une notion qui est très importante et qui tient chaud au cœur. Et c'est vrai que pour moi, si on met l'argent de côté, où c'est difficile de gagner sa vie quand même, c'est le plus beau métier du monde, à mes yeux. Ça, c'est un passionné qui parle. Ok, alors merci beaucoup, Marc Lasserie, d'être venu. Merci à vous. On peut vous retrouver sur votre page Facebook, Marc Lasserie Rénovation. Je crois que je me suis pas trompée, je vérifie quand même. Voilà, c'est ça. Merci avec un K, Marc. À très bientôt. À bientôt, merci à vous. Et alors, de jolis chantiers, hein. Réussis. Et livrés à temps. On fait tout ce qu'il faut pour. Ok, merci. Ciao, ciao. Au revoir. Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Israël, comment ça marche? C'est tout de suite sur Studio Kalita.